C'est un honneur et une marque d'intérêt. Là, je vous donne la souris. Donc, votre présence est bien sûr un honneur et une marque d'intérêt qui nous touche particulièrement. Vous êtes le premier à le faire en direct des locaux de la FNB, devant un parterre de chefs d'entreprise qui, comme vous, se dévouent à la cause de la forêt et du bois. Merci d'être donc avec nous ce matin. Il faut peut-être qu'on puisse tourner la caméra, qu'on puisse... Avec le ministre. Ça, c'est le sapin. Voilà. Voilà. Un peu plus. Donc, je crois que c'est des locaux que vous avez fréquentés à une certaine époque, donc vous les connaissez déjà. Je voudrais commencer cet échange en partageant avec vous 3 succès communs et des prises de position stratégiques. Tout d'abord, la RE 2020. Dans 22 jours, elle deviendra réalité. C'est pour notre secteur une avancée considérable, car elle nous donne de la visibilité pour nos investissements. Un seul mot à retenir, nous sommes prêts et motivés pour appliquer cette réforme historique. Nous aurons certes à affronter sur un plan réglementaire une 3e mi-temps juridique de la part des autres matériaux. Elle a déjà commencé, cette mi-temps. Mais nous avons pour nous la volonté affirmée des majors de la construction. Le label Bois de France est à ce titre un formidable outil de filière qui attire nos clients. Vous avez soutenu le label depuis sa création et présidé à la signature du contrat avec Bouygues, dans l'entreprise Pifto. D'autres vont suivre avec REI Habitat, Vinci, ICAD, Lidl, etc. Le guide de prescription de Bois de France dans les marchés publics constitue également une avancée majeure. La promotion des bois régionaux n'est pas incompatible. Ce sont des bois de France. Nous comptons sur les services de l'État pour en assurer largement la diffusion et la promotion auprès de tous les acheteurs publics. Deuxième sujet qui nous a occupés en ce début d'année, le sauvetage de Tarascon. Il y a un an, jour pour jour, vous m'indiquiez, c'est mon devoir de vacances de Noël, de m'occuper de ce dossier. Nous n'étions plus qu'une poignée à nous accrocher et à y croire. 320 fournisseurs, 1 200 000 tonnes de bois d'industrie, 10 000 emplois directs, 40% de la surface forestière concernée. Le site est maintenant relancé et d'importants investissements y sont programmés. Cette action a permis de sauver nombre d'exploitants forestiers grâce au paiement des clauses de réserve de propriété. Espérons que le jugement final du 24 janvier prochain mettra positivement fin au suspense. Sans exploitants forestiers patriotes, c'est-à-dire qui alimentent les usines françaises, comme ceux qui livrent Tarascon, nous n'arriverons pas à mobiliser plus de bois. La FNB souhaite les soutenir et veut les renforcer en son sein. Leur place dans la filière est essentielle. 3e sujet, préserver la forêt de production. Nous vivons un paradoxe. D'un côté, la neutralité carbone nous appelle à utiliser plus de bois pour stocker du carbone, à substituer les matériaux énergivores par du bois, et de l'autre, une frange certes limitée de la population remet en cause les choix de gestion ou d'intervention en forêt. Ces activistes prennent la neutralité carbone en otage. Nous avons réalisé avec France Bois Forêt une enquête auprès des Français qui démontre que leur opinion est loin d'être tranchée. Seuls 58% des Français ont entendu parler de coupe rase et 24% pensent savoir ce que c'est. Je pense que d'ailleurs sur les mots, il faut corriger la sémantique. Je préfère qu'on parle de récolte avant replantation plutôt que de coupe rase. 53% estiment que ce n'est pas inacceptable pour la production du bois. Seuls 20% des Français savent que la surface forestière augmente, doublée en 150 ans, je le rappelle. Au fond, cette enquête assume bien la situation. 75% s'estiment mal informés sur la gestion des forêts, 72% se déclarent mal informés sur l'aspect environnemental du bois qu'ils achètent. En France, comme à Bruxelles, Monsieur le ministre, vous œuvrez avec nous pour éviter le pire. Tout y passe, et plus c'est gros, plus ça plaît. Forêt bien commun, forêt fondée sur la nature, sylviculture douce, taxation sur la récolte de bois. Nous avons un énorme travail collectif de pédagogie à effectuer. Car en réalité, les seuls gagnants d'une mise sous cloche de nos forêts seraient le béton, l'acier, le PVC, mais en aucun cas le climat, ni même la biodiversité. J'en viens donc à nos sujets de préoccupation, et je vous propose d'en aborder 4. Les assises de la forêt et du bois. Nous portons plusieurs sujets structurants, et pour certains depuis plus de 10 ans. Cogénération pour sécher nos bois, permettre une 2e transformation compétitive et rendre autonomes les scieries en énergie.
les provisions pour investissement, le suramortissement, les critères filières d'attribution des aides pour que cesse le financement par l'État de plateformes d'export de grumes des coopératives ou l'aménagement des chemins forestiers permettant aux containers d'accéder au cœur de nos forêts. Il est vital pour nous, pour l'intérêt de la filière, que les lignes bougent, car nous devons changer rapidement d'échelle et nos investissements industriels se structurent en général sur une période de 5 ans. Le financement des investissements. Le plan de relance mis en place par le gouvernement a permis à certains d'entre nous d'accéder à des financements. C'est donc une formidable opportunité, mais c'est aussi compliqué de s'y retrouver. Qu'il s'agisse des 100 millions d'euros annoncés par le Premier ministre chez M. Pifteau ou des 500 millions d'euros annoncés par le Président de la République, nous appelons de nos vœux que ces dotations soient plus simples d'accès pour nos PME et ETI, grâce à des cahiers des charges plus compréhensibles par tous, industriels comme services instructeurs, donne plus fortement la priorité aux projets industriels qui font la démonstration préalable d'un approvisionnement en grumes majoritaire sur le territoire national. Qu'elle soit plus vite instruite, car sans réponse, l'industriel ne peut débuter ses travaux. L'accès à la ressource. Je l'ai indiqué précédemment, nous avons besoin des exploitants forestiers pour mobiliser plus de bois, et je compte leur donner une place plus importante au sein de la FNB. Par exploitants forestiers, j'entends, évidemment, ceux qui servent l'industrie nationale, soutiennent le label UE et portent des investissements, pas les négociants, traders, exportateurs de grumes. Pour les exploitants qui font filière, il nous faut résoudre ensemble un accès équitable à la ressource publique auprès de l'ONF. Beaucoup sont spécialisés en bois d'industrie, bois énergie ou valorisation des coupes en mélange d'essence. Faut-il élargir le label, ouvrir des contrats, innover avec de nouveaux partenariats? Le plus tôt sera le mieux. Enfin, l'exportation des grumes. J'ai commencé ce discours par les succès communs. Je le termine, n'ayons pas peur des mots, par les échecs communs. Les ventes d'automne sont un échec. Les scieries de chêne ont moins de stock que cet été. Et pourtant, les prix ont augmenté de 30 à 50% selon les qualités. Heureusement que nous avons sauvé le label UE, car sans cet outil de filière, l'export de grumes de chêne ne serait pas de 600 000 m3 en 2021, mais de près d'1 million de m3. Pourquoi? Parce qu'en forêt privée, sans label UE, l'export cet automne a atteint un record, une grume sur 2 contre 15% en forêt publique. La task force, présidée par le président de France Bois Forêt, Jean-Michel Servan, que je salue ici, a pourtant œuvré pour débloquer la situation. Mais la résistance des coopératives, de France Silva et du CNPF est très forte. Ils ne partagent pas la nécessité de diminuer l'export de grumes pour permettre à la filière chêne nationale de survivre. Ils sont même dans le déni en affirmant qu'aucune scierie ne manque de bois. Seuls les experts forestiers font des efforts, avec 10% de leurs ventes sous label UE, mais ils partent de loin. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes désormais le seul à pouvoir débloquer la situation. Le dialogue et la médiation n'ont pas abouti, et nous pensons que la solution à court terme réside dans la généralisation du label UE en forêt privée. Les contrats vont se développer, mais cela prendra du temps, et les coopératives prennent les pieds. Il est minuit moins 5, Monsieur le ministre. La Russie vient de taxer à hauteur de 350 € par mètre cube ses exports de grumes. La pression va encore s'accentuer, et ne nous trompons pas, aucune essence n'est à l'abri, la même tornade guette et résineux. Monsieur le ministre, ça fait 1 an que j'ai succédé à Philippe Siat à la tête de la FNB. Succession difficile, car Philippe a été un brillant président de la Fédération nationale du bois, mais difficile aussi parce qu'elle s'est faite dans un contexte plutôt compliqué pour la filière. Situation Covid, post-Covid ou pré-Covid, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Pénurie de bois, à l'amont comme à l'aval, dans un contexte de reprise économique forte. De ce fait, tension entre les différents maillons de la filière, exportation massive de grumes vers le grand export, problème d'assurance des entreprises, situation sanitaire de certaines essences, les épicéas, le frêne, question sociétale sur le rôle de la forêt et du bois par rapport au changement climatique, la liste est longue. Je dois dire que dès le début de ma présidence, Monsieur le ministre, vous avez été à notre écoute et vous avez permis que le gouvernement prenne en compte nos problématiques. Il y a eu quelques avancées, mais il reste beaucoup de questions à régler. Nous connaissons votre attachement à la filière et nous avons confiance en votre détermination pour nous aider à surmonter nos difficultés. Merci de votre attention, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jacques, Mesdames et Messieurs, membres de la Fédération nationale du bois, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi
que de pouvoir participer à votre assemblée générale, même si à coup sûr nous aurions préféré pouvoir le faire en présentiel et y compris avec le moment habituel que vous avez d'élargissement à d'autres membres extérieurs à l'AG. Comme vous l'avez dit, cher Jacques, je dois confesser que je suis tombé dans la filière depuis mon plus jeune âge et que c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans ces locaux de la FNB. Vous connaissez ma passion pour les questions forestières, vous connaissez mon attachement pour ces questions-là et je vous remercie beaucoup pour les propos que vous avez tenus, parce qu'il est vrai que même s'il n'y a pas le mot forêt dans l'intitulé de mon poste ministériel, je n'ai cessé et je ne cesserai d'œuvrer en faveur de cette filière dans laquelle je crois tant. Et je voudrais ce matin avec vous partager quelques convictions et répondre à certaines des interrogations, des défis que vous avez évoqués. La première de mes convictions, c'est soyez assurés que vous avez un gouvernement, et pas qu'un ministre, mais un Premier ministre, un président de la République, profondément attaché à la filière bois. Profondément attaché parce que c'est une filière d'avenir. Et je crois qu'il faut vraiment le dire et le redire, la vision politique, c'est de faire de cette filière bois, forêt-bois, une véritable filière au cœur de notre stratégie, car c'est une filière d'avenir. Alors, il y a des sujets qui sont importants. C'est une filière d'avenir parce que c'est d'abord une filière qui est l'une des solutions face au principal défi auquel nous sommes confrontés, le défi du changement climatique, la décarbonation de nos industries, la décarbonation de nos modes de consommation. Et c'est très important non seulement de le dire, mais de l'affirmer comme un des éléments de politique publique. Et c'est ça qui, moi, m'avait conduit, lorsque j'étais ministre du Logement, à tant et tant me battre sur cette RE 2020 pour faire en sorte que ce qui était aujourd'hui considéré de manière assez dogmatique, si on est franc, comme l'impact carbone du bois versus l'impact carbone du béton, puisse profondément être modifié avec cette fameuse analyse du cycle de vie qui redonnait toute sa compétitivité carbone au matériel bois. Et je crois qu'on a fait de grandes avancées. Alors, comme vous l'avez dit, cher Jacques, il y a maintenant la troisième mi-temps, avec des sujets aujourd'hui sur l'utilisation du bois dans la construction, avec notamment un certain nombre de dispositions qui ont été prises et sur lesquelles on travaille actuellement vis-à-vis de soi-disant mesures de protection. Mais soyez sûrs que là aussi, sur ce sujet, à la fois quant à la mise en œuvre de la RE 2020 ou quant au troisième mi-temps, comme vous le dites, le gouvernement est à pied d'œuvre pour résoudre les difficultés et faire en sorte que ce nouveau débouché, mais qui est un débouché déjà existant, un débouché d'avenir, il puisse trouver toute sa place et constituer une formidable opportunité pour la filière. Le deuxième élément de la filière d'avenir, c'est que le bois est un matériel stratégique aujourd'hui. Il l'a été par le passé, il a été dans notre histoire, il l'est profondément aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve lorsque le président de la République, il y a maintenant 2 mois, a exposé la stratégie France 2030, cela ne vous aura pas échappé que lorsqu'il a parlé de la filière bois, il ne l'a pas évoqué au même moment où il évoquait d'autres structures, il l'a évoqué au moment où il parlait des semi-conducteurs en tant que matériel stratégique. Et je crois que c'est une place très importante et un signal très fort envoyé par le président de la République sur le caractère stratégique de cette filière et l'impérieuse nécessité que nous avons de rester souverains, d'être autonomes et de développer en investissant massivement dans cette filière bois. Alors cet investissement, il s'est traduit, et vous l'avez dit, par des montants significatifs, d'abord dans le plan de relance, aujourd'hui dans France 2030. Au moment où je vous parle, il y a 200 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été engagés, comme on dit, sur une somme totale de 800 millions d'euros. Et je crois que de mémoire d'anciens ou des plus anciens d'entre nous, jamais un tel investissement n'avait été mis en place sur la filière. Et je le dis aussi d'expérience, puisque j'avais été il y a fort longtemps à l'origine de certains investissements qu'on avait pu porter dans le cadre de fonds d'investissement ou d'autres, les fameux fonds forêt ou fonds bois, comme on les appelait, mais nul n'était à la maille
de ce que nous sommes en train de faire avec cet investissement absolument massif et inédit. Et quand on parle de filière d'avenir, il y a un troisième sujet absolument essentiel, qui est la question de la compétitivité de la filière. Notre filière sera une filière d'avenir dès lors que nous aurons une véritable compétitivité de nos appareils de production. Et on sait à quel point le défi pour nous, dans la filière bois, il est majeur sur ce sujet. Il est majeur, mais il est tout à fait réalisable. J'en veux pour preuve un certain nombre de défis qu'on a réussi à relever, comme Tarascon, vous l'avez dit, ou quand je constate l'incroyable innovation dont beaucoup de vos membres ont su faire preuve ici ou là dans leurs appareils de production. Au cas particulier, s'agissant de la compétitivité, moi je pense que la valorisation des coproduits est un enjeu absolument essentiel et à la demande du Premier ministre, nous avons vraiment en tête, dans le cadre de ces fonds de France 2030, de pouvoir en flécher une partie, sans en avoir encore défini le montant, vers ces sujets de l'investissement sur la cogénération. Je pense que c'est quelque chose demandé par la filière depuis fort longtemps et qui est un véritable facteur de compétitivité sur lequel nous devons asseoir notre souveraineté. Et donc, je vais en prendre l'engagement devant vous ce matin que dans le cadre de ce France 2030, ce que nous n'avons pas fait dans le cadre du plan de relance, nous puissions investir massivement sur la cogénération. Et de manière plus générale, d'ailleurs, vous l'avez dit dans le cadre des assises du bois et de la forêt, vous avez vu que ces assises du bois et de la forêt, contrairement aux habitudes, contrairement à ce qui a pu être fait par le passé, on a souhaité, et j'ai souhaité en tant que ministre de la Forêt, de l'élargir à plusieurs membres du gouvernement, dont Agnès Pannier-Runacher, en charge de la compétitivité industrielle. Et il y a un groupe dans ces assises de la forêt et du bois qui est dédié à la question de la compétitivité du secteur aval. Et je crois que c'est très important, au-delà de la cogénération, de pouvoir identifier ce qui peut renforcer notre compétitivité et ainsi pouvoir conduire le gouvernement à investir dans le cadre de France 2030 dans ces facteurs de compétitivité. Alors c'était évidemment aussi l'objet du plan de relance. Aujourd'hui, dans le plan de relance, on est en train de finaliser la première partie. Et d'ailleurs, je m'engage à ce qu'on finalise, et je sais que là aussi c'était une attente de votre part, et donc je vous l'annonce ce matin, qu'on puisse faire le rattrapage des dossiers déposés début 21 sur l'appel à projet France Relance Bois, et qui n'avaient pas pu être rattrapés faute de financement nécessaire. On a trouvé les voies et moyens, je ne rentre pas dans notre cuisine interne, pour pouvoir faire ce rattrapage qui aura lieu au tout début de l'année 2022. Je crois que c'était important que vous l'attendiez et nous allons le faire. De manière plus générale, sur cette question de la vision politique et de l'investissement, parce qu'une vision c'est bien, mais ça ne peut être pertinent que s'il y a des investissements. Et je crois que c'est ça aussi notre marque de fabrique. Ce n'est pas qu'une vision, c'est des actes, et notamment les investissements. Je crois qu'il faut avoir tous conscience qu'il y a un véritable momentum politique qui est créé aujourd'hui autour de la filière bois et de la filière forêt. Ce momentum politique, il est très important. Il est d'autant plus important qu'on a des défis, y compris des défis sociétaux, et vous l'avez dit, Jacques, sur lesquels nous devons être unis, nous devons remettre la raison, la science au centre de toutes les décisions et profiter de ce momentum politique. Le momentum politique, il est créé par ce que aujourd'hui la société souhaite en termes d'utilisation de ce matériel. Il est créé par ce gouvernement qui investit massivement et qui en a fait un vrai sujet stratégique de politique publique. Il est guidé de manière physique par ces assises du bois et de la forêt que nous avons lancées et qui, dans ces différents groupes de travail, je dois le dire, au regard des premiers retours, est assez singulier quant à la qualité des débats, quant à la volonté d'avancer en commun et quant aux perspectives de conclusion de ces assises de la forêt et du bois, et il faut continuer à le faire. Le deuxième grand message ou la deuxième grande conviction que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que au-delà de cette vision et de cette action, ne nous y trompons pas, les défis sont absolument immenses, colossaux. Le premier des défis, c'est notre capacité à faire filière. Vous m'avez entendu à de multiples reprises le dire. Aujourd'hui, on doit réussir à faire filière, on doit réussir à penser filière, on doit réussir à dépasser les clivages qui perdurent au sein de la filière, on doit réussir à réconcilier la forêt et le bois.
à faire en sorte que le bois avance aussi vite que la forêt, là où, comme j'ai coutume à le dire, parce qu'on me l'a appris quand j'étais petit, la forêt avance mais le bois recule dans notre pays, c'est malheureusement trop vrai depuis trop longtemps. Et donc notre premier enjeu, c'est de réussir à reconstituer et à refaire filière, et c'est parfois ce qu'il y a de plus difficile. C'est parfois des cousinades qui se passent mal, alors qu'évidemment, c'est au sein d'une filière qu'on arrive à recréer de la valeur et à dépasser notamment les moments difficiles, comme on est en train de le voir. Évidemment, ça dépend des segments actuels, mais comme on est en train de le voir, et j'y reviens dans un instant, sur la question des grumes de chêne, comme on a pu le voir il y a quelques mois sur la question de la crise des scolites, comme on le voit avec le merisier qui fut un temps était une des espèces les plus nobles et qui aujourd'hui voit son cours s'effondrer, comme on le voit avec le frêne qui peut constituer aujourd'hui une grande difficulté sur certains territoires, et évidemment j'aurais pu continuer cette analyse sectorielle. Et donc notre premier défi, c'est évidemment la question de faire filière. Pour faire filière, il y a d'abord une volonté partagée. Moi, je crois profondément, et c'est un deuxième défi, que l'un des éléments gages de faire filière, c'est à n'en pas douter la question de la contractualisation. Alors, vous l'avez dit, Jacques, beaucoup sont aujourd'hui entrés sur ces sujets de contractualisation, mais c'est parfois compliqué, parfois c'est pas possible, structurellement, du fait de la nature des approvisionnements ou des ventes, mais si je fais le parallélisme avec ce sur quoi je me bats tous les jours dans le monde agricole, où on a une filière qui n'est pas plus facile, c'est par la contractualisation qu'on arrive à résoudre un grand nombre des problèmes. Ça nécessite de modifier un certain nombre d'habitudes, ça nécessite d'avoir un État qui est exemplaire en la matière, et vous l'avez sûrement constaté, j'ai donné des objectifs de contractualisation à l'ONF, profondément accélérés, mais alors vraiment profondément accélérés par rapport au tendanciel vers lequel on était tranquillement en train de se diriger. Et je crois que c'est très important, et je crois que ça fait partie de cette capacité à penser le temps long par la contractualisation, même si évidemment il nous faut penser le temps très long, ce qui fait la singularité de notre filière bois et forêt. Le troisième défi, au-delà de la filière et de la contractualisation, c'est évidemment la question du défi du changement climatique, qui aujourd'hui vient impacter l'ensemble des activités de la filière, pas que l'amont, l'aval aussi, à l'évidence, puisque un bois subissant une vague sanitaire, d'attaque sanitaire, peut modifier les caractéristiques du bois et donc modifier le comportement du scieur ou l'utilisation finale du produit. Et ça, je crois qu'il nous faut absolument appréhender en filière, avec la filière, cette question du changement climatique. Aujourd'hui, on est face à des impasses qui sont absolument effrayantes sur la question du changement climatique, absolument effrayantes. Des impasses sur la question de savoir quelles sont les essences qu'il nous faut planter, mais répondre à cette question ne peut pas se faire sans une approche filière. Ce serait un non-sens que la nature des essences qu'on doit planter ne serait décidée que par l'amont de la filière, sans que l'aval ne soit concerté, ou sinon c'est ne pas croire dans la filière. Inversement, ça veut dire qu'on a un certain nombre d'espèces qui aujourd'hui sont impactées par ces crises climatiques dont la manifestation concrète sont les crises sanitaires et pour lesquelles il nous faut trouver des débouchés, et on l'a vécu dans la crise de la scolite, et Dieu sait que c'était compliqué. Alors même qu'in fine, on a réussi à démontrer que parfois, y compris les caractéristiques structurelles du bois scolité n'étaient pas modifiées autant qu'on ne le pensait, et donc le très aval de la filière devait parfois revoir un certain nombre de considérations, mais qui pouvaient avoir un impact sur l'ensemble de la filière, un peu moins en aval, un peu plus en amont. Et ça, ce changement climatique, on a là aussi entrepris un véritable momentum politique avec ces assises de la forêt, où on a placé cette thématique dans l'une des questions centrales de ces assises. Alors, le quatrième et dernier point sur ces défis, c'est des défis, là, dits plus conjoncturels. On a beaucoup de segments où ça se passe bien, où la demande est là, parfois très forte, mais on a des segments sur lesquels aujourd'hui on connaît une véritable crise, et je pense à l'évidence à la question des grumes de chêne, sur lequel je voudrais revenir dans le détail et terminer mon propos là-dessus. Aujourd'hui, il y a un constat que certains
conteste, moi que je confirme, il y a un constat qui est, à l'évidence, il y a une crise de grumes de chêne. Je le dis parce que j'ai la possibilité d'avoir les chiffres à la fois des volumes de mètres cubes de chêne coupés en forêt et des volumes de mètres cubes de chêne exportés, tout en sachant quel est le volume de mètres cubes nécessaire et pour le stockage et pour la continuité d'activité de nos scieries. Et le différentiel est tel qu'aujourd'hui, je le dis, je l'affirme, je partage votre constat, il y a une véritable crise de grumes de chêne. Je pense que d'ailleurs, c'est important aussi au niveau de la filière qu'on ait la mémoire pas trop courte, parce que par le passé, on a vécu ça dans d'autres essences, je pense aux hêtres, qui ont eu des conséquences absolument considérables sur le tissu de réseau des scieries de hêtres dans notre pays. Et qu'à la fin des fins, c'est comme tout dans une filière, le jour où vous êtes propriétaire forestier public ou privé, mais que vous n'avez pas un appareil de production et de sciage sur nos territoires, eh bien, vous vous créez un énorme problème. Et c'est là où je suis absolument convaincu que cette question des grumes de chêne doit aussi être appréhendée au niveau de la filière. Depuis maintenant 8 mois, 1 an, on a beaucoup travaillé, on a énormément échangé. Je voudrais saluer tout le travail fait par Jean-Michel Servant, qui s'est beaucoup investi là-dessus aussi. Où est-ce qu'on en est concrètement et quelles sont les pistes qu'on a essayé de trouver ou de mettre en œuvre? Le problème fondamental, c'est qu'on a des traders qui viennent sur les ventes et que ces traders, à la fin, renchérissent toujours et donc finissent par remporter les lots. Avec quelques spécificités, mais quand le lot est coupé bord de route, le trader en raffole parce qu'il peut l'envoyer tout de suite dans les containers et donc là, il renchérit à chaque fois. La question, c'est comment on fait pour lutter contre la présence de ces traders dans les appels d'offres, dans les mécanismes de vente. La grande difficulté, c'est que ces traders, ils sont assez malins. C'est-à-dire que ces traders, même si c'est pour exporter en Chine, ils sont situés au niveau européen. Ils ont une succursale ici ou là au niveau européen. Bon. Ce qui fait que ces traders, on ne peut pas simplement leur dire « vous n'avez aucune autorisation à participer aux ventes ». Cet angle-là, qui pourrait paraître très intuitif, etc., la réalité, et on doit l'admettre, c'est qu'il ne marche pas. Il ne marche pas d'un point de vue juridique, mais il ne marche pas, y compris dans les faits, de manière opérationnelle, parce qu'ils trouveront toujours un moyen, un phoné ou quoi que ce soit, pour pouvoir participer à ces ventes. Le premier des éléments qui ne va pas éradiquer le problème, mais qui doit être avancé, c'est cette fameuse carte professionnelle, comme on l'appelle, sur laquelle on est en train de finaliser les décrets et que je veux, moi, être la plus pragmatique et la plus puissante possible, qui est vraiment le parallélisme de ce qu'on avait créé avec Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie sur le bâtiment. On a fait en gros un copier-coller de la chose. Ça vise à essayer d'écarter toutes celles et ceux qui ne pourraient pas démontrer qu'ils sont véritablement professionnels, mais juste un phoné financier de trading, etc. Ça va arriver dans les prochains jours, puisqu'on va prendre le décret très prochainement pour pouvoir changer la donne. C'est pas une recette miracle, mais enfin, c'est important de le faire. Le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on peut créer un momentum européen pour interdire les exportations? Alors là, il faut qu'on soit aussi très clair. On a fait des démarches au niveau européen, avec le Premier ministre, avec le ministre du Commerce extérieur. Je vais moi-même porter au niveau du Conseil des ministres de l'Agriculture. Il y a 2 sujets. Le premier, c'est un sujet de temporalité. La temporalité de la mise en œuvre d'interdiction à l'exportation en Europe est une temporalité forcément très longue parce qu'on a d'autres pays européens qui n'ont pas du tout le même intérêt que nous. Les pays européens qui exportent beaucoup. Ce qui veut dire que créer un momentum et un consensus européen sur le sujet est de facto quelque chose de compliqué, qui plus est que si on y parvient, à la fin des fins, il va falloir qu'on se mette tous autour de la table en se disant « mais on parle de quoi précisément ?» Parce qu'il y a des essences qui dans notre pays sont exportées, et heureusement, parce que beaucoup, y compris de chênes sciés, sont ensuite exportés. Ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt d'autres personnes au niveau européen. Et donc vous voyez sur quels œufs on marche et sur quel pied on doit danser pour trouver quelque chose qui, à la fin, ne réponde que aux intérêts de la France, sans prendre en compte les intérêts des autres pays européens, dans une temporalité qui est importante. Sur ce sujet européen,
moi, je continue à avancer, on a fait les démarches. Évidemment, ce sera un chemin de croix, si je puis dire, une vraie croisade, que d'avancer dessus. Je pense que c'est important de continuer à avancer, parce que d'autres pays le font, vous l'avez dit sur la Russie, le Japon l'a fait également fut un temps. Mais je pense qu'il faut qu'on soit lucide sur le fait que ça n'est pas une réponse conjoncturelle. Ça prendra un temps qui est trop important sur la temporalité. Alors certains peuvent se dire, oui, mais alors dans ce cas-là, à quoi sert l'Europe? Je peux vous dire que dans le domaine forestier, l'Europe nous a plus apporté qu'elle nous a desservi. Maintenant, la réalité, c'est que mettre une frontière française dans tous les exports de grumes, ça n'existe pas dans la réalité. Ça n'existe pas. On ne va pas mettre 4000 gendarmes pour aller faire le contrôle de tous les camions de bois de la chose, et qui plus est, si ce camion il est exporté vers la Belgique, mais qu'ensuite il part d'un port belge ou vers la Hollande et qu'il part d'un port de Hollande, ça n'aura rien répondu au problème. Ce qui veut dire que cette solution, il faut continuer à œuvrer dessus, mais ça ne peut pas être une solution de court terme. Il y a un troisième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est la question de la fiscalité. En disant, dans ce cas-là, faisons une conditionnalité fiscale sur le fait d'exporter ou pas. L'idée peut paraître séduisante. Moi, je vous mets un billet sur la table qu'elle est totalement contre-productive. Et je voudrais m'expliquer pourquoi. Je pense que c'est très important de partager les convictions des uns et des autres. Pourquoi? La fiscalité forestière aujourd'hui est une fiscalité très avantageuse. C'est une histoire de notre pays et c'est à notre bénéfice. Amont et aval, c'est à notre bénéfice. Plus vous taxez la matière première, plus ça se répercute ensuite sur l'aval. Il ne faut pas se leurrer. Et là, deux éléments. Le jour où vous touchez à la fiscalité forestière dans notre pays, au regard de ce que vous avez dit, Jacques, vous savez comment vous rentrez en mêlée, vous ne savez pas comment vous sortez de mêlée. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut qu'on en ait tous conscience. Surtout, le deuxième élément, si vous allez un cran plus loin, et je mets d'ailleurs de côté un principe qui n'est quand même pas complètement anodin, qui est un principe d'égalité devant l'impôt, qui est un fondement de notre République, qui est compliqué à gérer, mais je mets même au-delà de ces considérations juridiques. Je prends le deuxième point. Aujourd'hui, la fiscalité, elle permet, par exemple, de faire une exonération sur l'impôt sur la fortune. Et donc, ça veut dire que demain, un propriétaire forestier, il serait confronté à deux choix. Soit je vends en dehors d'Europe, mais je paye l'impôt sur la fortune. Soit je vends en Europe, et à ce moment-là, j'aurais sollicité une exonération de cette fiscalité, impôt sur la fortune ou fiscalité des droits de mutation. Ça va être quoi la conséquence? On l'a vécu dans d'autres secteurs. C'est qu'en fait, à la fin des fins, vous pouvez faire le calcul dans tous les sens. L'apport d'une vente potentielle sera supérieur à l'impact d'une diminution de fiscalité. Et donc, qu'est-ce que va faire de manière logique l'ensemble de ceux qui vendent le bois? Eh bien, il y aura un effet d'augmentation des prix qui sera à due concurrence de la baisse de gains de fiscalité qu'on a prévu. Dit autrement, un propriétaire demain, qu'est-ce qu'il fera? Il dira, oui, mais moi, si je vends, je n'ai plus cet avantage fiscal, donc je rehausse mes prix. Comme les traders contre qui on combat, leur limite n'est pas le prix, ils continueront à payer plus cher et ça va rehausser l'ensemble du prix de la matière première à due concurrence. Et on a 10 000 exemples qui se sont produits comme ça dès lors qu'on a touché à la fiscalité dans notre pays. Et je pense que c'est très important qu'on en ait tous conscience parce que intuitivement, et je le dis après avoir travaillé, je crois que tout le monde sait à quel point je suis quelqu'un de passion, mais quelqu'un qui est un gros bosseur et donc je ne prends jamais rien à la légère et j'ouvre toutes les voies, vraiment. Et je pense que ça n'est pas la solution. J'en suis convaincu. Après avoir fait tout ce travail-là, la seule conclusion de tout ça, ce sera non seulement on ne sait pas comment on sort en termes de perte de compétitivité, mais surtout, demain, on aura un renchérissement du prix de la matière première à due concurrence de la baisse de l'avantage fiscal. Ce qui veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de solutions. Et en fait, il n'en reste que deux, la contractualisation et le label. Et ces deux sujets-là sont les sujets majeurs, surtout si on veut avancer à court terme. Contractualisation et label UE. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, Jacques, dès lors qu'on fait du label UE ou de la contractualisation à l'évidence, eh bien, on résout le problème.
J'en suis d'autant plus convaincu que le label UE, j'en suis un peu à l'origine quand je travaillais avec Emmanuel Macron, et donc je suis très convaincu de sa pertinence. D'abord, la première chose, c'est qu'il nous a fallu sauver le label UE, puisque vous l'avez vu, il a été attaqué, nous avons réussi à le sauver, et fort heureusement. Le deuxième élément, c'est que la question, c'est comment on fait en sorte pour qu'il y ait une généralisation de la contractualisation du label UE. Alors là, il faut rentrer dans le détail. Qui sont les vendeurs? Il y a les vendeurs publics et les vendeurs privés. Sur les vendeurs publics, que ce soit domanial ou communal, donc par le truchement de l'ONF, l'engagement qu'on prend, c'est de faire que de la contractualisation, que du label UE. L'autre engagement qu'on prend, c'est de mettre le maximum de matériel sur le marché. Vous l'avez vu, on a accéléré les ventes autant que faire se peut, même si on ne peut pas... évidemment, on est contraint par les lois physiques et les lois de la nature. Mais le premier élément, c'est de booster au maximum contractualisation de label UE. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que dans le débat que j'ai eu avec les communes forestières, nous avons fait une marche arrière sur des demandes de contribution des communes forestières vis-à-vis d'ONF pour, en contrepartie, leur demander d'accélérer la contractualisation et le label UE. Donc la première chose qu'on met en œuvre en ce moment, c'est de faire en sorte que le label UE et contractualisation soit le dispositif par défaut de toutes les ventes des donneurs d'ordre publics. Puis le deuxième sujet, c'est le volet des donneurs d'ordre privés. Sur le volet des donneurs d'ordre privés, il y a trois possibilités: propriétaires, experts, coopératifs. Sur les experts, vous l'avez dit, Jacques, ils ont commencé à changer. Il y a eu une première vente il y a quelques mois, il y en aura une deuxième en février, sur lequel le label UE est utilisé. Il faut continuer à ce sens, il faut mettre une grosse pression dans le cul. Et sur ce sujet-là, pour moi, il faut avoir une approche qui soit une approche très déterminée, avec une grosse pression dans le tube, c'est-à-dire faire en sorte qu'on utilise de la contractualisation et du label UE par les propriétaires forestiers et par les coopératives. Et il ne faut pas se leurrer aussi sur un point, c'est que l'état de la filière rend compliqué parfois la volonté des uns et des autres, qui parfois disent « ouais, nous, quand on a eu le problème de la scolite, on s'est senti parfois un peu tout seul ». Je pense qu'il faut qu'on fasse notre propre retour d'expérience. Hein. Bon. Moi, ma position, et je n'ai pas arrêté de le faire, je n'ai pas arrêté de le pousser, et je me suis encore entretenu pas plus tard qu'hier avec les présidents d'Amécourt et Servois, et évidemment avec Jacques, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à aller un cran plus loin, parce qu'aujourd'hui la situation, elle est incroyablement difficile, voire dramatique à certains égards, et en plus il y a une urgence, il est minuit moins 5 comme le disait Jacques, et donc en fait la proposition que j'ai faite à l'ensemble des présidents hier, y compris à Jacques, mais au président Servois et au président d'Amécourt, c'est de dire il faut qu'on fasse un contrat de filière sur le sujet. Alors certains disent il suffit d'obliger, et on oblige qu'une vente soit une vente label UE. Vous pourrez ne pas accepter ce que je vais dire, etc. Mais constitutionnellement, on a un principe fondamental dans notre République qui est la liberté contractuelle. La loi ne permet pas d'imposer. C'est peut-être dommage, c'est pas dommage, c'est un acquis de la Révolution française. La loi ne permet pas de l'imposer. Je pourrais vous faire plaisir en vous disant il n'y a pas de problème, je vais le faire, on va imposer le label UE dans toutes les ventes, y compris privées. Le lendemain, c'est retoqué et le Conseil constitutionnel retoque la chose. C'est un principe fondamental depuis la Révolution française de ce droit à utiliser sur sa propriété privée. Et c'est au demeurant comme si moi demain je vous disais à vous scieurs, vos produits de sciage, je vous impose de les vendre ici ou là. Ça ne peut pas marcher. Et donc la seule solution, il n'y en a pas deux, et je le dis avec beaucoup de gravité parce que je sais que ce n'est pas la solution la plus simple. La seule solution, c'est de faire en sorte qu'on passe un contrat au sein de la filière entre tous les acteurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les propriétaires coopératifs experts et les scieurs et la FND. Et ce contrat, il doit prendre des engagements réciproques. Côté propriétaire, que ce soit expert coopératif ou propriétaire forestier, l'engagement devrait être de favoriser le label UE ou la contractualisation à tel niveau
à mon avis, pendant une période transitoire qui arrivera à démontrer cette période transitoire, j'en suis sûr, que vendre sous label UE n'est pas forcément quelque chose qui impacte votre compte de résultat. Si j'en veux pour preuve ce que nous on fait à l'ENF, je pense que c'est très important de réussir à le démontrer. C'est un peu du Saint Thomas, mais c'est très important. Et donc, d'avoir d'abord un engagement de l'ensemble de ceux qui possèdent, d'un point de vue privé, la matière première, d'utiliser contractualisation ou label UE selon un niveau à définir et une temporalité à définir de manière très claire. Et pas simplement des outils de communication comme c'est en cours de déploiement. Plus loin. Vraiment plus loin, un engagement à dire, par défaut, en fonction de caractéristiques, on utilise du label UE, de la contractualisation, etc. Deuxièmement, que la filière, que la FNB, que les filières prennent des engagements. On sait bien que dans la discussion qu'on a avec l'amont, revient toujours les mêmes sujets. Le traitement des essences orphelines, la transparence sur les besoins réels, l'état des stocks. C'est un sujet sempiternel qui, à chaque fois qu'on ouvre la discussion pour dire on vous demande de faire ça, reviennent en disant oui, mais nous, on leur demande de faire ça depuis longtemps et ça n'a pas avancé. Si on fait un engagement collectif, on prend des engagements au sein de la FNB. Et troisièmement, que l'État prenne un engagement, et moi, mon engagement, il est très simple, mais vraiment très simple. On a 600 millions d'euros à développer dans les prochains jours, les prochaines semaines, investissement qui n'a jamais été fait, mais avec un codicile, et sur lequel d'ailleurs on a été très clair, même avant l'explosion de la crise des crimes de chaîne, qui est, on le fait à partir du moment où on arrive à faire filière. À l'évidence, si au sein de la filière on n'arrive pas à dépasser le problème des crimes de chaîne, bon courage pour faire en sorte qu'avec 600 millions d'euros, on arrive véritablement à construire une vraie filière. Et donc nous, l'engagement de l'État, c'est de dire, ceux qui jouent le jeu, ils seront incités dans le cadre du plan France 2030. C'est-à-dire que ceux qui ont développé du label UE, ceux qui ont développé de la contractualisation, eh bien le taux de subvention des prochaines aides ne sera pas le même que ceux qui n'ont pas joué le jeu filière. Un engagement très clair de l'État. J'ai proposé ça pas plus tard qu'hier donc aux trois présidents et on doit travailler aussi avec les experts forestiers là-dessus, évidemment avec la FN COFOR pour les communes forestières et on est convenu d'avancer sur ce volet-là dans les tout prochains jours pour voir si on est capable de faire ce véritable accord de filière avec une position de l'État qui est très ferme. Il faut réussir à soulever cette crise des crimes de chaîne. On ne peut pas tourner autour du pot comme on le fait depuis maintenant des mois et des mois, c'est-à-dire qu'on a cherché des solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle ou des fausses bonnes idées ou des idées qui interviendront dans 3 ans pour faire au niveau européen. Et donc, la seule solution, qui est d'ailleurs, si on prend beaucoup de recul, un truc un peu dingo, parce que moi, quand j'en parle à mes amis allemands, par exemple, ils me disent, nous, on n'a aucun problème, au sein de la filière, ils se sont entendus. Les amis autrichiens, pareil, non, nous, ça va, ils s'entendent, c'est bon. Alors, en France, on n'y arrive pas jusqu'à présent. Et la seule solution pour y arriver, c'est de faire cet accord réciproque, d'engagement réciproque, puisque par définition, y compris constitutionnellement, on ne peut pas l'imposer, c'est de faire cet engagement réciproque, mais avec un message très clair du gouvernement, c'est que l'engagement du gouvernement sera de dire, eh bien, les 600 millions d'euros qu'on doit investir, l'incitation, elle sera à due concurrence du fait que les acteurs ils jouent le jeu de la filière ou pas. Je pense que c'est aussi une vraie force d'incitation, si je puis dire. Une fois que je vous ai dit ça, je trace la feuille de route des tout prochains jours. On a proposé ça hier. Il y a une volonté collégiale, en tout cas un accord collégial, d'ouvrir cette piste et de pouvoir y travailler dans les tout prochains jours. Donc c'est ce qu'on fera en réunissant les présidents concernés pour pouvoir l'établir et faire en sorte que, à la fin des fins, on ait tous conscience que la seule solution, c'est la contractualisation de label UE, que nous, on pousse au maximum du maximum du maximum dans tout le volet public, et que donc notre principal défi est de le pousser beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui dans la forêt privée, quelle que soit la nature de celui qui le met dedans. Et donc, il nous faut absolument le faire. Je vois dans le chat un point très important parce que c'est une réalité. Quand moi je parle de label UE ou de contractualisation, j'ai bien en tête que la contractualisation, c'est un sujet qui est compliqué pour beaucoup de scieurs,
puisque beaucoup de scieurs sont aussi exploitants forestiers. C'est une réalité. C'est une réalité. Et ça, à la fin des fins, il faut qu'on arrive à trouver ces solutions dans la complexité de ces réalités. On en a déjà eu l'occasion d'en parler de multiples reprises avec Jacques, mais c'est vrai que c'est une difficulté. Ce qui veut dire qu'il faut pas, c'est pas du sans-pot. Nous, l'ONF, si je prends l'exemple, on est sur les grumes de chêne, on doit être à 18% contractualisation et donc à 80% label UE. Ce qui permet de garder le volet exploitant et exploitation. Là où, par exemple, les coopératives, elles sont très peu label UE, mais elles doivent être aujourd'hui entre 35 et 40% de contractualisation, ce qui emporte en revanche le volet exploitant. Mais inversement, pour le propriétaire forestier, ce que je disais au président d'Amicourt hier, le jour où votre scierie a disparu, c'est l'exploitant qui disparaît en même temps. Et donc quand vous êtes propriétaire et que vous n'avez pas l'exploitant, eh ben vous retrouvez le bec dans l'eau. Il faut aussi que tout le monde en prenne conscience. Et donc ça, ce sera la feuille de route qu'on déploie dans les tout prochains jours pour, avec beaucoup de détermination de ma part, beaucoup de conviction, réussir à surpasser cette crise très importante et soyez assurés que, avec la frustration qui est la mienne, parce que j'aimerais bien avoir une baguette magique et trouver la solution comme ça, avec la frustration qui est la mienne, ma détermination est totale et je dois dire ma détermination n'a d'égal que ma frustration. C'est-à-dire qu'elle est très forte. Mais je suis assez convaincu après, avec vous, avec Jean-Michel Serment, avec les équipes et à titre perso, avec la connaissance qui est la mienne du monde forestier, je suis assez persuadé qu'au bout d'un moment, il faut acter le fait que la seule solution de court terme, c'est contractualisation et label UE, et beaucoup label UE, et que notre principal défi, c'est de réussir à trouver un accord de filière pour développer massivement là où n'est pas assez développé le label UE, c'est-à-dire dans le volet privé, mais que ça ne peut pas se faire par injonction, paradoxalement, et que ça doit se faire par incitation côté État, je crois que j'ai été très clair, par des engagements réciproques au sein de la filière. Et après qu'on soit très lucide, hein, si on n'arrive pas à le faire en filière, je ne vois pas comment, même avec 600 millions d'euros, on arrive à créer un environnement créateur de valeur en filière. Sachant qu'on a de sacrés défis devant nous au sein de la filière, parce que là on parle de chêne, enfin demain on peut avoir le même sujet avec beaucoup d'autres essences, ou d'ailleurs avec des crises sanitaires qui commencent à prendre, y compris sur le chêne, et je pense que on en renforce. Enfin, à toute crise, il faut trouver les moyens d'en sortir renforcés et non pas le genou à terre. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, partager en ayant conscience que ça ne répond pas pleinement à toutes vos questions, mais je crois que je vous ai montré que je suis plus que conscient de l'impérieuse nécessité d'avancer avec beaucoup de force à très court terme, parce que comme vous l'avez dit, Jacques, il est minimum ensemble.